Voilà, c'était Manu chez Maud, de Conte moral d'Éric Rohmer. Nous allons maintenant parler du film avec Jean Douché, connu des cinéphiles. Il a participé au Cahier du cinéma, il est aujourd'hui cinéaste et critique. Bonsoir Jean Douché. Avec Jean-Louis Trintignant, que vous venez de quitter dans le film et que vous retrouvez sur le plateau de Télécinéma. Et puis Pierre Cottrell, qui a produit le film que nous venons de voir avec Barbé Schroeder et quelques autres, et qui est donc le jeune producteur de Manu chez Maud. Je voudrais tout de suite souligner, avant d'aller plus loin, enfin, le travail remarquable des acteurs dans le film. On a dit beaucoup, Jean-Louis Trintignant, que c'était un des meilleurs rôles de votre carrière. Et je voudrais demander à Pierre Cottrell comment s'est passée la distribution du film. Est-ce qu'Éric Rohmer était très décidé sur les acteurs qu'il voulait utiliser dans ce film? Oui, il y avait pensé plusieurs années à l'avance. Et d'ailleurs, nous avons attendu que Jean-Louis soit libre à l'époque de Noël, puisque le film ne pouvait se tourner qu'à l'époque de Noël, pendant 3 ans. On dit souvent qu'il y a des rapports de force entre un metteur en scène et un acteur, et on peut avoir l'impression que Rohmer, enfin c'est peut-être un mot désagréable pour un acteur, mais manipule un petit peu ses acteurs, enfin obtient d'eux une précision extraordinaire. Est-ce que vous avez eu l'impression en faisant ce film, Jean-Louis, que vous avez apporté une part d'imagination importante, ou vous êtes beaucoup laissé porter par les indications de Rohmer? Je me suis laissé porter par les indications. Vous savez, c'est très curieux. Moi, j'ai tourné beaucoup de films où il y avait une part d'improvisation. J'aime beaucoup ça. Je suis très prêt à cette technique. Et dans le script de Rohmer, vraiment, tout était écrit d'une façon extrêmement précise. La virgule avait une importance terrible. Et même, il y avait dans le dialogue, au milieu d'un texte écrit dans une langue en même temps très élégante et très 18e siècle, il y avait écrit HEU, HEU, HEU. Et ça voulait dire que l'acteur, à ce moment-là, devait avoir une hésitation et dire... ça correspondait à ça, au milieu d'une phrase très écrite. Et alors, quand j'ai lu ça, j'étais affolé. Et j'ai dit à Rohmer, mais c'est pas possible qu'un acteur peut arriver à dire ça. Et il m'a dit, essayez, dites-le à haute voix, vous allez essayer. Et c'était évident. C'était étonnant, c'était évident. Il n'y avait pas moyen de le dire autrement. Une fois qu'on le disait à haute voix, c'était un dialogue qui était en même temps très écrit et merveilleusement facile à jouer. C'était étonnant. Oui, justement, on parlera sûrement des textes de dialogue de Rohmer tout à l'heure, mais est-ce qu'un acteur n'est... Finalement, ces dialogues sont remarquables, c'est une langue extraordinaire. Est-ce qu'un acteur n'est pas quelquefois gêné de dire un texte aussi précis, aussi beau, et qui n'est pas toujours le langage quotidien? Non, non, parce que c'est en même temps un langage très... Il suffit d'entrer dans les personnages, et puis ce langage est évident, il est très parlé en même temps. Il est très élégant, très écrit, mais en même temps très parlé. Et c'est très, très agréable. Au contraire, c'est un bonheur formidable de dire ce texte. Bien. Évidemment, vous pouvez constater ce soir que il y a un absent parmi nous, c'est Éric Rohmer lui-même. On lui a téléphoné, on a essayé de lui demander de venir, mais vous ne savez pas qu'il se refuse à montrer son visage. Et je voudrais demander à Jean Douché, qui le connaît depuis très longtemps, une explication à ce propos. C'est-à-dire que l'explication, je ne veux pas la donner, puisque lui-même ne veut pas... À partir du moment où il se refuse à se montrer, je ne vois pas pourquoi je donnerais l'explication exactement, mais disons que chez Rohmer, il y a de toute façon, et dans ses contes moraux en particulier, une espèce de volonté de jouer, disons, sur... non pas une double vie, ce n'est pas vrai, mais disons sur une espèce de jeu en permanence par rapport à une conduite de vie. Et ce qui est le propre de Rohmer dans sa propre vie, enfin une espèce de jeu, de personnage, de représentation qui ne se représente pas en tant qu'il se représente, vous le retrouvez tout simplement dans ses films, en particulier dans le personnage qu'incarne Trintignant dans Manu chez Maud. Il est évident que c'est un personnage assez complexe, que ce personnage est à la fois, en effet, se veut catholique, se veut avoir une conduite morale, c'est-à-dire pour Rohmer, le conte moral, c'est un peu pris dans le sens du XVIIIe siècle. La morale, c'est une conduite de vie, et un personnage dans tous ses contes, le héros de ces contes essaye d'avoir une conduite morale qu'il s'est fixée. Il se trouve que dans le film Manu chez Maud, c'est celle d'un catholique. Il se trouve que dans La collectionneuse, ce sont celles du dandysme.
Et chacun essaye de suivre cette voie. Et puis il se trouve qu'il rencontre des personnages qui sont des personnages féminins d'ailleurs, et qui abordent beaucoup plus l'aspect même de la vie, avec toutes ces surprises, ces hasards, puisqu'on parle beaucoup du hasard pascalien dans ce film. Et le personnage, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il triche plus ou moins avec sa conduite. En même temps, il y a une espèce de mauvaise conscience par rapport à cette conduite. Et en fin de compte, aboutit quand même au résultat de cette conduite, mais par quelques petits chemins très contournés, très détournés. Avec, je crois que c'est le film, et c'est le propre même de l'œuvre de Rohmer, que de jouer là-dessus, et de montrer cela. Et je crois que c'est surtout le sens même de ces contes moraux. On va reparler, Jean Douchet, du contenu du film. Vous avez très bien éludé ma question. Encore que je ne pense pas que Rohmer nous en tienne rigueur, puisque c'était publié dans certains journaux. Je peux quand même dire aux téléspectateurs qu'effectivement, Rohmer ne veut pas montrer son visage parce qu'il se refuse à ce que sa famille sache qu'il fait du cinéma, qu'il doit être considéré peut-être chez lui comme un art mineur, je ne sais pas. Enfin, voilà la vraie raison. Disons dévoiler ses secrets. Et Éric Rohmer cache son visage à la télévision en tant que cinéaste, mais ne la cache pas à la télévision, mettons une télévision scolaire, en tant que professeur. En tant que professeur, puisqu'il a enseigné longtemps. Parce qu'il était enseigné et il est toujours professeur d'ailleurs. Enfin, il est toujours professeur en titre s'il n'est pas en fonction. On va revenir au contenu du film très vite. Je voudrais quand même poser quelques questions, peut-être plus techniques, mais je crois que ça peut intéresser tout le monde à Pierre Cottrell. D'abord, sans dévoiler vos secrets, Pierre, comment un jeune producteur isolé peut-il... ça serait l'objet peut-être d'un autre débat, mais très rapidement, contre des trusses du cinéma, monter un film comme celui de Rohmer, par exemple. Bien, Rohmer avait fait un film qui s'appelait La Collectionneuse, qui avait eu un petit succès, et il cherchait à faire ce film dont le sujet était considéré comme le contraire du commerce. C'est François Truffaut qui a eu l'idée de réunir un certain nombre de producteurs, metteurs en scène, qui respectaient Rohmer et lui faisaient confiance, et lui permettaient de faire ce film sans penser à faire une affaire commerciale. Alors, ça a été assez difficile de réunir 8 coproducteurs qui ont chacun donné une part égale pour investir dans le film. Et en fait, ce sont les acteurs qui ont décidé que le film se ferait. D'ailleurs, la séquence finale de la plage a été tournée 3 mois avant le reste du film, et sans qu'il y ait aucun engagement qui ait été pris de part et d'autre. Et Rohmer a monté lui-même cette séquence et l'a présentée aux acteurs. D'ailleurs, pour qu'ils continuent le film. C'est ça. D'ailleurs, je crois que Jean-Louis avait été assez étonné de voir l'équipe technique qui se trouvait à Belle-Île au moment du tournage de cette séquence-là. Oui. C'était assez improvisé. Il y avait 3 personnes. Et comme il n'est pas possible quand même de tenir tous les équipements de cinéma à 3 personnes, on prenait les gens qui étaient là. Par exemple, j'avais un petit-neveu qui était... Ça s'est tourné à côté d'une petite maison que j'avais à Belle-Île. Il y avait un petit-neveu qui était là en vacances. Il a été ingénieur du son du film. Ça a été un petit peu pas d'amateurisme du tout. Oui. Ça se voit pas. Non, après, l'autre partie du film a été faite d'une façon plus sérieuse avec un véritable ingénieur du son. Mais enfin, on avait commencé à tourner vraiment d'une façon tout à fait amateur. Mais c'est une belle histoire, la façon dont vous le racontez tous les deux. En fait, c'est une époque où vous travailliez déjà beaucoup, et il a fallu vous attendre longtemps, comme disait Cottrell. Et c'est finalement ces quelques jours de tournage à Belle-Île qui vous ont convaincu de faire le film. Non, j'étais convaincu déjà à ce moment-là. Non, si j'ai eu des hésitations, c'était pas parce que mon emploi du temps était absolument plein pendant 3 ans. C'est parce que j'avais quelques scrupules moraux. Je ne me sentais pas prêt à ce personnage. J'avais l'impression qu'il me manquait certaines choses. Et Rohmer, au contraire, m'a convaincu avec une obstination vraiment irrésistible. Et sur un scénario, vous avez peut-être trouvé ce personnage un peu mort. Non, j'ai trouvé le scénario admirable, oui. Mais je me trouvais, je sais pas, j'ai pas de préoccupation catholique, et ça c'était pour moi un veto, et je me disais, je suis malhonnête, j'ai pas le droit. Et Rohmer m'a convaincu que ça donnerait au contraire une ambiguïté plus grande à son film si je le faisais, parce que justement je n'étais pas catholique. Est-ce que c'est une réelle préoccupation de Rohmer, Jean Douchet, la religion, ça apparaît à certains moments dans ses films? En tout cas, ça apparaît surtout dans ce film-là, mais ouais. Non, sinon ça n'apparaît pas dans ses œuvres. Oui, quelles sont ces grandes préoccupations, enfin dans les contes moraux en tout cas? D'après vous, on parlait
On parlait du... Enfin, quel est exactement le thème de départ du conte moral de Rohmer? Le conte moral, c'est un monsieur aime une femme, mais avant d'aller vers cette femme, il va rencontrer une autre et sera tenté par cette autre et finalement retrouvera cette femme. Alors ça, c'est le schéma général des 6 films. C'est très amoral, je trouve. Enfin, mais c'est... si, c'est... Non, mais tout il y a la frustration qui intervient. Le tout de bien s'entendre sur le terme de morale. La morale, c'est pas les mœurs. La morale, c'est une conduite de vie. Et chaque individu a sa morale. Et les personnages de Rohmer se choisissent leur morale. Donc chacun a une morale à lui et il tient à sa morale. Voilà, si vous voulez, dans ce sens-là. Il faut, je voudrais dire, le reprendre au sens du XVIIIe siècle. Et par ailleurs, les préoccupations de Rohmer sont multiples. D'abord, premier point, volonté documentaire, très précise. Par exemple, on vous l'a dit tout à l'heure, attendre Noël pour tourner. C'est-à-dire qu'il s'agit de tourner à Clermont-Ferrand, mettre dans un milieu d'une usine Michelin, puisque bon, on dit le nom parce que c'est dans le film, un milieu d'ingénieurs, etc. Il fallait que tout ça soit extrêmement documentaire. Quand il montre une messe, on voit une messe. On ne sait pas un semblant de messe, on entend une messe telle que des croyants peuvent entendre une messe, etc. Enfin, les rues de Clermont sont montrées vraiment exactement en documentaire. Bon, comme c'est parfaitement décrit dans le scénario. Vous savez très bien, vous avez assez tourné avec lui pour savoir qu'on ne s'agit pas de filmer une rue si elle ne suit pas la rue précédente qu'on a montrée avant. Bon, ça, il n'y a pas de problème avec Rohmer, ça c'est absolument évident. Donc, toujours un souci extrêmement documentaire, aussi bien sur le lieu que sur les personnages qu'il montre, que sur l'histoire même qu'il raconte entre les personnages. Bon. Je vous demande, pardon, une parenthèse là. Par exemple, pour Rohmer, aucune musique ne doit être entendue dans un film si elle n'a pas une justification. C'est-à-dire, vous savez, dans tous les films, il y a toujours une musique qui est composée à côté du film, pour souligner le film. Là, dans Rohmer, il n'y a aucun son qui ne provienne d'une chose réelle. Par exemple, si on entend de la musique, c'est parce qu'il y a un poste de radio qui retransmet de la musique. Mais il n'y a aucune musique apportée extérieurement. Je dis ça pour confirmer. Oui, c'est ça. Enfin, l'impression de réalité doit être exacte. Enfin, chez lui, c'est même au niveau presque du maniaque. Enfin, il y a cela. Ensuite, l'autre souci de Rohmer, bon, c'est de montrer, faire une espèce de peinture un peu de notre société d'aujourd'hui, d'après un point de vue à lui, qui est un point de vue extrêmement rigoureux, assez hautain d'ailleurs, il faut bien le dire. Mais on peut dire que les 6 contes moraux forme une espèce de fresque de différents aspects de la société française aujourd'hui. Il s'en défend lui-même quand on l'attaque en disant vous ne montrez qu'un milieu bourgeois. Oui, il ne montre qu'un milieu bourgeois parce qu'il ne connaît que le milieu bourgeois, répond-il lui-même, donc là je donne sa réponse. Il n'empêche que, par exemple, le milieu qu'il montre de Clermont est un milieu d'une extrême vérité. C'est vraiment le milieu de la province tel qu'on le voit vraiment très rarement dans le cinéma français, où la plupart du temps il est beaucoup plus caricaturé que montré réellement. Là, il se trouve qu'on est vraiment dans le milieu province. Milieu province avec des gens plus ou moins intellectuels, d'ailleurs assez intellectuels d'ailleurs. Et ce qui est vrai d'ailleurs en province, c'est que, et ça parce que Rohmer a aussi vécu en province, les discussions intellectuelles en province sont beaucoup plus fortes finalement parce que les gens ont plus de temps. Donc, par exemple, la longue discussion sur Pascal et la longue discussion à table, elle est vraie. Elle est vraie dans un certain milieu précis, évidemment. Elle n'est pas vraie pour tout le monde, mais elle est vraie en tout cas dans ce milieu précis. Elle ne serait pas vraie à Paris, en revanche. Une référence tout de suite de Jean-Louis Trintignant, c'était une scène difficile du film, je crois, quand oui, très... vous étiez dans ce café avec... oui. Très... Ça vous a posé des difficultés. Ça a été tourné vraiment en plan séquence. Ça a été tourné de la longueur de toute la pellicule. C'était, je crois, 300 mètres. Et on a tourné 300 mètres, ça représente 12 minutes. Un plan fixe, c'est très...